Profs Entrepreneurs, le podcast des profs qui entreprennent sur le web. Bonjour à toi et bienvenue si tu nous rejoins pour la première fois sur ce podcast dédié au parcours inspirant des enseignants qui ont osé se lancer et franchir le cap de l'entrepreneuriat, que ce soit sur le web ou en présentiel. Aujourd'hui, nous allons découvrir Nathalie Martin. Nathalie, ça fait plusieurs années qu'elle s'est lancée, mais elle a connu des hauts, elle a connu des bas. Elle va tout nous dire aujourd'hui, vous allez tout savoir sur le processus de reconversion. Nathalie nous raconte donc dans cet épisode comment elle est devenue prof de physique alors qu'elle s'était jurée qu'elle ne deviendrait jamais enseignante. Elle devait rester 15 jours, elle est restée 15 ans. Elle va ensuite nous dire comment le décès de son père a fracturé sa vision du travail et changé, bouleversé le sens qu'elle donnait à sa vie. Et comment une simple recherche Google lui a révélé le nom de son futur métier. Elle va enfin nous expliquer pourquoi elle a démissionné au lieu de partir en disponibilité, alors même que son mari était à l'époque sans emploi. Et le plus important, elle va nous dire la vraie vérité sur l'entrepreneuriat et comment elle a pu rebondir après avoir fermé sa première entreprise pour atteindre une belle réussite aujourd'hui avec plus de 210 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Et maintenant, Nathalie s'apprête à donner des conférences en anglais dans le monde entier. Voilà, j'espère que vous trouverez de la valeur dans ce superbe témoignage. Je pense que Nathalie aborde tous les points importants que vous devez connaître avant votre reconversion. Belle écoute à vous et on se retrouve juste après. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Je suis très heureuse de t'accueillir sur ce podcast des profs entrepreneurs, des profs qui veulent entreprendre sur le web. Tu es coach en éveil de conscience. Tu es aussi auteur du livre Relève-toi, la vie t'appelle chez Edilivre. Et tu étais professeur de sciences physiques pendant 15 ans, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité actuelle? En quoi ça consiste? Alors, moi, j'accompagne des hommes et des femmes dans le monde entier grâce au web, justement, Oui. Qui veulent redonner du sens à leur vie. C'est souvent des hommes et des femmes qui ont tout pour être heureux, mais le problème, c'est qu'il y a un mais, c'est qu'ils sont pas pleinement heureux sans pour autant savoir pourquoi est-ce qui peut leur manquer. Donc, je les aide vraiment à se réapproprier leur vie et puis à faire ce qui les fait vibrer. D'accord. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu as 210 000 abonnés presque. Donc, ça fait un petit moment, je pense, que tu es dessus, que tu travailles en utilisant YouTube et le web en général. Est-ce qu'on pourrait retourner un petit peu en arrière, remonter un peu la machine et voir qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la classe finalement à Internet et puis à cette activité de coach et d'auteur? Alors, avec plaisir de retourner en arrière. Écoute, c'est marrant parce que rien que le fait que tu m'en parles, j'ai des frissons, je pense, de me tourner moi vers ce parcours-là. Parce que effectivement, de la salle de cours et de la salle des profs au web, Ouais. Jamais j'aurais dit quand j'étais enseignante que je ferais ça. Moi, je suis vraiment tombée dans l'enseignement par hasard, si tant est qu'il existe, parce que je faisais pas partie moi des petites filles qui se disaient oh là là, un jour je serai maîtresse. Alors, c'était pas une vocation. Pas du tout, vraiment. Et puis au collège, ça a vraiment bien ancré ce non-choix. Je m'étais dit mais tout sauf prof. Quand je voyais ce que nous on faisait subir à certains de nos enseignants, je me disais mais je serais incapable de supporter ça. Donc je m'étais même dit tout sauf prof. Et tu es quand même arrivée au collège. Exactement. Comme quoi, le cerveau ne connaît pas la négation. Bref. Alors, comment as-tu choisi ce métier finalement? Quelles étaient un peu les motivations ou les conditions qui ont fait que tu t'es retrouvée là où tu ne voulais pas être? C'est ça. Il y a eu tout un contexte. Moi, je suis d'une génération où quand tu étais bon à l'école, tu faisais un bac scientifique. Donc, moi, je me suis pas posé de questions. J'avais aucun recul sur moi, pas de connaissance de moi, pas de confiance en moi non plus. Donc, j'ai vraiment avancé un peu la tête dans le guidon. Comme j'étais en réussite scolaire, c'était facile pour moi. J'ai enchaîné les années jusqu'à me retrouver dans un bac C que j'ai eu. Après le bac, mes parents n'ayant pas l'argent pour m'envoyer étudier ailleurs, comme dans des écoles d'ingé ou des cursus comme cela, il fallait que je trouve quelque chose à faire au Mans.
Donc, j'ai trouvé la fac de sciences, vraiment comme la continuité. J'ai avancé comme le vent me poussait. Fac de sciences, j'ai enchaîné le DUG à l'époque, la licence, la maîtrise. Fin de maîtrise, t'as plus rien au Mans, donc il fallait bien prouver quelque chose. Et en fait, pendant mes années d'études, j'étais surveillante à mi-temps. Et j'ai fait partie de la fournée de surveillants qui ont été testés pour faire des remplacements d'enseignants dans leur discipline d'études. Donc, un jour, le téléphone a sonné au collège où j'étais pionne, et puis en disant vous avez Madame Mahler à l'époque, est-ce qu'elle serait d'accord pour tester un remplacement? Donc, je sentais bien le grand non, parce que pas de formation, rien du tout. Stress. Le grand bain direct, puis en même temps, l'appât du gain de me dire bon, attends, c'est 15 jours, tu vas être payé beaucoup plus qu'en tant que surveillante à temps plein. Allons-y. Et puis, je pense que comme j'avais pas du tout confiance en moi, je n'ai pas osé dire non. Comme ça venait de ma hiérarchie, tu sais, c'était vraiment bon, bah oui. Et donc, ça devait durer 15 jours. Ça a duré 15 ans. Ah oui. Donc, voilà. En fait, derrière ce stage, on t'a proposé un poste à l'année. C'est ça. Et puis, alors, j'ai fait plusieurs remplacements. Quand ça s'est terminé, on m'a proposé le statut de maître auxiliaire. Et puis après, j'ai passé le CAPES en interne. Et puis, je l'ai eu. Et puis, c'est vrai que je me suis rapidement fait au confort de vie que ça pouvait me provoquer, à la certitude aussi. Tu vois, la sécurité de l'emploi. Ah bah oui. Quand t'as pas du tout… De toute façon, je savais pas où j'allais. Donc, quand il y a une porte qui s'ouvre et que tu sais pas où tu vas, bah finalement, c'est un peu la facilité. Moi, c'est la facilité sans aucun… c'est pas qu'être prof, c'est facile, hein, mais c'est juste le chemin qui m'a emmené vers ça. Ça a été la porte qui s'ouvre, je rentre parce que de toute façon, j'en vois pas d'autre. Tu dirais que tu étais en mode automatique un petit peu Ouais, j'étais en mode recherche de sécurité maximale. Tentative rester dans ta zone de confort. Exactement. Puis alors pourtant j'en suis sortie, hein, parce que on le sait tous, hein, pour avoir enseigné, la première fois où tu fermes la salle de classe et où c'est pas toi l'enseignant, tu as quand même un grand moment de solitude. En tout cas, moi, ça a été mon cas, de me dire donc je peux même pas appeler ça une zone de confort, mais au moins c'était quelque chose de tracé, tu vois, de connu. En plus, on connaît tous l'école, le collège-lycée, c'est une institution voilà, qui nous paraît familière. Peut-être on se dit je vais mieux contrôler la situation peut-être. Oui, j'y étais encore. Même si c'est pas toujours le cas. Non, c'est clair. Il y a des dérapages incontrôlés parfois, mais oui, je baignais dans le milieu scolaire et je l'avais jamais quitté. Donc quelque part, bon, ça sécurisait mon inconfort. On va dire ça comme ça. Puis après, tu as fondé une famille. Entre-temps, tu as continué dans ce métier en parallèle avec ta famille. Et alors, à quel moment, donc, il y a eu ce déclic qui fait que tu as tout remis en question? Alors, en fait, je pense qu'en profondeur, j'avais une envie de changement parce que, tu sais, tu as des enseignants qui ont toujours voulu faire ça, qui sont passionnés, qui bouquinent de leur matière, qui regardent des émissions sur leur matière, qui sont vraiment, ils baignent dedans. Moi, j'avais des amis, je les ai encore d'ailleurs, qui se bloquaient le dos à chaque vacances tellement pour elles, les vacances, c'était pas ce qu'elles aimaient. Elles aimaient aller travailler. Moi, c'était radicalement différent. Alors, c'est pas que je bâclais mon travail, je pense que je le faisais avec conscience. Je faisais pas partie des enseignants qui se font vraiment malmener et pour qui le quotidien est très très compliqué. Mais en même temps, le dimanche soir, j'avais mal au ventre tout le temps. Le stress. Je regardais, le manque de sens, en fait, tu vois. Vraiment, je pense que… Il n'y avait pas la flamme, en fait. Il n'y avait pas la flamme. Je regardais mon emploi du temps pour savoir où j'avais des trous, quelles étaient les journées les plus light. J'aimais les vendredis soirs, les vacances scolaires, et les jours où j'avais pas beaucoup de cours. Avoue que les indices étaient quand même assez concordants pour me dire, Nathalie, c'est pas ça. Mais en même temps, à ta place. Il y avait tellement d'avantages
que t'es pour les enfants, c'était quand même chouette. J'avais toutes les vacances. Enfin, on les connaît tous, hein, les avantages de Oui, notre tout le monde nous métier. les dit d'ailleurs. On nous les répète. On Et nous voilà. dit, mais voilà, regarde tous les avantages, réfléchis Oui. bien. Et moi, je les mesurais bien. Je me disais, oui, effectivement, j'ai des avantages. Moi, mon mari travaille dans le privé. Je voyais bien qu'effectivement, j'avais pas que des inconvénients. Et donc, j'ai avancé comme ça. Je pense que dès le départ, je savais que c'était pas l'éclate. C'était pas un grand oui. Mais en même temps, ça paye les factures. Ça amène un certain confort de vie, une certaine certitude, une certaine… au moins, si tu veux, quand tu dis je suis prof, les gens savent à quoi ça renvoie. Bon, pour certains, ça renvoie pas à des trucs très positifs, Oui. mais au moins, ils savent, tu vois, ils savent ce que tu fais dans la vie. Ils identifient Je pense bien, oui. c'est ça. Après le confinement, je pense que le regard aura changé sur les enseignants, ça sera beaucoup plus valorisé. Mais C'est vrai qu'on est en train d'enregistrer au moment du confinement. C'est aussi une période très particulière pour les enseignants, ça il faut le dire, oui, et pour les élèves exactement. et pour les parents. Je pense que les parents vont mesurer le boulot, mais ça renvoie à quelque chose, tu vois. Là, moi, aujourd'hui, quand je dis ce que je fais, il faut que j'explique parce que ça renvoie pas forcément à quelque chose de si concret que ça. Donc, je savais, je pense, dès le départ. Mais je pense que vraiment, je pourrais être encore aujourd'hui en train de donner mes cours parce que finalement, mon inconfort était supportable. C'était pas l'enfer. Moi, je vivais pas le bagne. Et puis, j'étais pas à l'usine non plus, hein. Et en fait, ce qui a été pour moi un signe fort, ça a été le décès de mon père, tout simplement. Il est mort à 3 mois de la retraite. Et vraiment, à son décès, j'ai pris conscience que moi aussi, j'avais une date de péremption que je ne connaissais pas. Et j'ai pris conscience aussi je me rappelle très bien hein, de ce jour-là où on était à sa messe d'enterrement. Et tu sais, tu as des moments dans ta vie où c'était comme si le temps s'arrêtait pour que tu aies bien le temps de prendre ta conscience là. Ouais, vraiment. Et moi, ça a été l'église est bondée. Quand ce sera toi qui seras là, est-ce que ce sera le cas? Parce qu'elle est bondée parce qu'il a impacté des vies positivement. Et toi? Et si tu devais mourir là maintenant, est-ce que tu es contente de la trace que tu laisses? Et alors là, ça a été un grand non, je peux pas partir là-dessus parce que j'ai effectivement, pas fini, j'ai pas accompli, j'ai pas fait ce que je devais faire. Je savais que c'était pas ça. Alors par contre, quelle trace je voulais laisser, ce que je voulais faire, j'en savais strictement rien. Moi, j'avais étudié les sciences, enseigné les sciences. Je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire. Mais je savais que j'avais eu cette prise de conscience-là et qu'il allait falloir que ça bouge. Et en fait, je pense que, tiens, on dit souvent que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et quand tu ouvres vraiment dans des moments parfois comme ça, parfois des moments où tu vas au bout de ton système, quand tu ouvres ce champ-là, la vie est profondément bienveillante et elle va t'emmener les bonnes infos. Et en fait, en cherchant, je me suis dit, il faut que je change de boulot, c'est clair. Je voudrais quelque chose. J'étais consciente que si le rectorat m'avait dit, Madame Martin, on n'a plus de quoi vous payer, mais continuez à travailler, donnez vos cours, on rétablira après, j'aurais arrêté d'y aller. Donc je me suis dit, je fais vraiment ça pour payer mes factures, quoi. C'est un travail alimentaire. Il fallait aussi que je réalise et que j'arrête de me voiler la face, puis que j'accepte de croire qu'un travail pouvait être autre chose qu'alimentaire, qu'il pouvait effectivement me nourrir et faire vivre ma famille dans l'abondance, mais qu'il pouvait aussi me nourrir intérieurement. On avait le droit de s'épanouir dans son travail finalement. Clairement. Et du coup, voilà, en fait, au fur et à mesure, tu vois, de cet épisode souffrant-là, sont venues des prises de conscience parce qu'en discutant, je me rappelle très bien de cette discussion qui a tout fait basculer en échangeant avec mon mari. Je lui disais, mais si je pouvais, parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais avec les élèves, c'était de rallumer la flamme, justement. C'était vraiment, moi, le coup de baisser les bras, de pas faire d'efforts, j'ai pas travaillé parce que j'ai des difficultés. Ça, c'est un truc que moi, je validais pas. Et je rentrais pas, je voulais pas rentrer là-dedans. Exactement. Et moi, ce que je trouvais triste, c'est de voir des gamins de 12 à 15 ans, parce que j'étais en collège, mais ne pas avoir une lueur de rêve, pas une once de confiance en eux, pas, tu vois, la résignation dans des yeux d'ado. Moi, c'est le truc où non, ça, je pouvais pas. Donc, en fait, très souvent, je leur faisais du développement personnel dans mon Plus cours. que de la physique. Tout était un peu prétexte à développement perso. Comment tu réagis à une mauvaise note, comment tu te prépares, etc. Donc, effectivement, ça commençait à prendre un petit peu de temps. Et tu développais déjà des compétences et des talents pour un futur métier dont tu ignorais encore en fait l'existence finalement.
Exactement. Tu sais, il n'y a aucun flocon de neige qui tombe au mauvais endroit. Et en fait, tout ce que j'ai appris dans l'enseignement, parler en public, m'exposer aussi, faire face à la critique, etc., ben, ça m'a vachement aidé pour construire une nouvelle activité. Donc, parce que finalement, c'est de l'enseignement aussi, c'est du coaching, mais sur le web, c'est aussi de la transmission. Mais j'étais juste pas sur le bon canal. Moi, je parlais tout à l'heure des profs passionnés. Moi, j'ouvrais pas un bouquin de sciences physiques en me disant ce week-end, wow, génial, je vais bouquiner sur les sciences. Jamais je faisais ça. Donc ça aussi, tu vois, c'est un signe que j'étais pas. Effectivement, j'aime transmettre, mais en fait, transmettre les sciences physiques, on aurait pu me dire, vous faites des maths ou de l'anglais, ça aurait été même combat pour moi. Ça aurait été pareil. Donc, j'étais pas dans le bon. C'était pas la matière qui t'intéressait, c'était le fait de motiver, transmettre, donner goût à quelque chose, quoi. Ouais. Et donc, en échangeant avec mon mari, c'est ça qui est ressorti. En disant, et si je pouvais aider des gens à grandir et être payé pour ça, mais ça serait génial. Alors mais je savais pas que c'était un métier. Alors dire ça aujourd'hui, c'est si, c'est évident, c'est un métier, ça peut être le coaching. Mais on est en 2010 à cette époque-là, donc ça fait, il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, le coaching, c'est beaucoup moins répandu. Et en fait, en demandant à Google, tout simplement, métier pour aider les gens à grandir, je tombe sur une annonce pour une école de coaching. Et là, je me dis, ah oui, c'est un métier. Et donc, voilà, j'ai testé plusieurs écoles pour me faire mon idée de celle que je ressentais le mieux. Je me suis formée. J'ai démissionné parce que je voulais pas prendre une disponibilité. Je voulais tourner la page. Après, je voulais pas me laisser la possibilité de reculer. Mais en fait, dis-moi, toi qui te définis comme une trouillarde, parce que j'ai lu un petit peu sur ton site, comment tu as pu sauter le pas de cette démission, justement, ne pas essayer de rester un peu, garder quelque chose sous le coude Comment tu as pu franchir ce cap? Je pense que vraiment, la claque que je m'étais prise, ça a fait que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ça m'a un peu déconnecté peut-être les neurones. Et peut-être que si j'avais réussi. Alors après, tu sais, je pense que moi, mon appel, c'était vraiment la démission. J'ai validé parce que à l'époque, et peut-être que c'est encore le cas, hein, à l'époque, on pouvait partir avec une enveloppe aussi pour démissionner. Oui. Et c'est encore le cas jusque juin, mais ça va disparaître. C'est l'IDV. L'indemnité de départ volontaire. Voilà, c'est ça. J'ai attendu de savoir avec combien je partais. Et puis quand j'ai su que je partais avec 2 ans de salaire, je me suis dit, j'y vais. J'y vais et on verra bien. Je pensais pas que ça serait. En fait, je pense que j'avais aussi des illusions, certainement. Je pense qu'en même temps, j'avais très peur, puis en même temps, je me disais, oh, ça va le faire. Et puis, c'est après sur le tas que j'ai découvert que, ça demandait beaucoup de boulot. Mais voilà, c'est ça qui m'a décidé. Tu vois, je suis pas partie non plus en claquant la porte puis sans avoir rien. Oui. Je pense que si on m'avait rien donné, quand même ton départ. Ouais, si on m'avait rien donné, j'aurais peut-être commencé en parallèle. Tu vois, j'aurais sécurisé un peu plus. Là, j'avais vraiment envie de la jouer en mode Napoléon, on brûle les bateaux parce que je vois pas l'intérêt de me garder une chaise qui ne me plaît pas. En disant, t'inquiète pas, si ce que tu aimes faire ne marche pas, tu pourras retourner faire ce qui te plaît pas. Je me disais, non, si je reviens, si ça marche pas, je ferai autre chose. Mais je voulais vraiment partir pour être capable de tourner la page, de me mettre un peu la pression parce que je pense qu'on ne fait pas les mêmes choses. Quand tu sais que tu as ton plan B, tu fais pas la même chose. Tu mets pas la même énergie. Exactement. Tu donnes pas les mêmes Exactement. chances. En fait, Oui, vas-y. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont en reconversion et qui se lancent dans un nouveau projet et qui parfois me disent moi je me donne 1 an, puis si dans 1 an ça marche pas, je ferai ça ou ça. Pour moi, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que ça marche pas. Parce que tu es déjà envisagé que ça pourrait ne pas marcher, puis tu alimentes cette idée-là. Parce que manque de bol, si c'était prévu pour marcher au bout de 1 an et 15 jours, t'es parti, quoi. Et t'es parti à 15 jours du miracle. C'est un peu dommage. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu n'es pas la première à parler de ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans l'entrepreneuriat, qui disent ça, qui ont réussi, qui sont des entrepreneurs à succès, qui parlent justement de cette idée qu'ils ne se sont pas donné le choix que de réussir, en fait. Ils se sont coupés toutes les autres solutions et ils se sont mis à 100% sur ce projet et de toute façon, ils allaient réussir.
Donc, t'es pas vraiment la première à dire ça. Je pense que ça fait partie, en fait, des conditions de réussite, tout simplement, d'un projet, quoi. Un engagement fort. C'est moi, ce qui nous manque parfois, voire même souvent dans certains projets, c'est l'engagement. C'est effectivement moi, je me souviens quand j'ai démissionné, puis j'en ai parlé avec mes collègues, et puis que l'heure du départ était venue. Oui, la réaction était comment alors? Alors, t'en as quelques, et puis je ne parle que, c'est pas une généralité, hein, je parle de ce que moi j'ai vécu. Tu en as quelques-uns qui se réjouissent pour toi, parce que voilà. Connaître ton projet. C'est pas la majorité, en fait. Moi, j'ai rencontré plus de personnes qui m'ont dit, moi, j'aimerais le faire aussi. Mais je sais pas. Et tu sentais que t'en as qui te parlent de rien, comme si tu allais revenir à la rentrée. Donc, il y a vraiment un tabou aussi. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est aussi un tabou en me disant, ah ouais, tu pars, ça se passait si mal que ça. Je dis, bah non, ça se passait pas mal. Tu vois, je peux partir de mon boulot de prof sans trahir le métier de prof, sans le remettre en question, sans dire, ah bah ouais, ceux qui restent vraiment, c'est que des nazes. C'est pas du tout ça, mon discours. Oui. Si c'est ta place, c'est génial. Et moi, je vis aussi le côté maman. Moi, je souhaite à mes enfants de n'avoir que des enseignants qui tripent sur leur métier, qui adorent ce qu'ils font, qui adorent les élèves. Parce que quand tu vois des gens qui ne sont pas à leur place, parfois tu restes à ta place par devoir aussi. Toi, tu as la mission d'enseignant, mais si c'est pas ta place, tu donnes pas ton maximum à tes élèves. Donc, quelque part, c'est aussi faire un cadeau à nos enfants de pouvoir voler de nos propres ailes, faire autre chose qui nous fera triper, qui nous fera vibrer, pour laisser la place à quelqu'un qui, lui, va peut-être être, tu vois, un peu plus rayonnant, plus à sa place, oui, tout simplement. Et par rapport à tes enfants aussi, peut-être aussi, tu avais envie de leur montrer autre chose que quelqu'un qui a choisi un métier parce que, voilà, c'était la situation et qui ne se sent pas finalement très épanoui dans ce qu'elle fait. Peut-être que tu avais aussi clairement envie de montrer ça à tes enfants. Et puis, je pense que nos enfants sont, quand on a cette chance d'en avoir, c'est un moteur. Parce que, effectivement, et je le vois aujourd'hui, parce que j'ai démissionné donc en 2013, le temps de me former. Ma formation était de 18 mois. Et je vois bien qu'ils ne réfléchissent plus de la même manière. C'est pas je vais trouver un job. Souvent, quand on en parle, c'est moi, j'aimerais bien avoir mon entreprise de ça, mon entreprise de ça. Alors, je crois pas que l'entreprise soit la voie de tout le monde et la voie royale, et c'est pas supérieur au salariat. C'est pas cette question-là. Mais au moins, il y a cette possibilité. Chose que moi, je n'avais pas à cette époque-là. Pour moi, c'était trouver un job, arriver à me caser, arriver à gagner de l'argent, me mettre dans le moule. Et là, j'ai vraiment le sentiment, en m'étant fait ce cadeau-là, d'avoir fait aussi un cadeau pour les générations qui vont suivre, au moins, c'est possible. Tu veux, tu peux, et puis peut-être que tu voudras pas, et c'est OK, ça t'empêchera pas de te réaliser pleinement. Mais au moins, on a cassé ce moule de faire que ce qui te fait pas peur. Et c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que j'ai une de mes collègues qui, quand je suis partie, me dit ah ouais, t'as raison, si t'as pas peur, faut le faire. Je t'assure que ma bouche est restée ouverte en me disant je comprends pas ce que tu es en train de me dire, je suis morte de trouille. Si j'attendais de pas avoir peur, et ça c'est important aussi d'en prendre conscience, c'est que je trouve qu'il y a trop de gens qui comprennent mal la peur. Et parce qu'ils ont peur, ne le font pas, en espérant que la peur va s'en aller en un claquement de doigts. La peur ne partira pas. Et si on attend de faire les choses, de ne pas avoir peur pour faire les choses, on les fera jamais. Et puis on fera partie de ceux, profs ou non, qui, arrivés à un certain âge, se diront ah ouais, c'est trop tard maintenant. Il est jamais trop tard et c'est maintenant le bon moment. C'est vrai. Donc, il ne faut pas attendre que la peur descende de façon magique d'un niveau, à un niveau inférieur pour se lancer. C'est en se lançant justement que la peur se transforme et disons qu'elle sera toujours là, mais que finalement, en agissant, finalement, comment dire, la peur nous accompagne, mais je ne sais pas trop comment dire les choses. Pour moi, c'est une compagne de route. Tu vois, ta peur, elle te montre juste que tu es en train d'évoluer. Oui. Parce que on l'a tous vécu. Tu sais, la première fois, je parlais de la première fois où on ferme la porte et où on donne notre premier cours. La première fois où tu parles devant 30 élèves,
tu as le trouillomètre à 0 quand même, à un moment donné. C'est que là, vraiment, ça fait très, très peur. Puis quand tu l'as fait pendant ta première rentrée scolaire, c'est l'horreur. Mais quand ton premier conseil de classe, ta première rencontre parent-prof, t'es pas bien. Puis quand on a fait 5, 10, 20, 30, t'as plus peur de ça. Donc ça ronronne, tu vois. C'est même pas que c'est une zone de confort, parce que parfois t'es pas confortable là-dedans. C'est une zone de routine. T'es dans la maîtrise par rapport à ça. Ta peur, elle va juste t'indiquer que tu as une évolution possible. Il y a quelque chose que tu n'as encore jamais fait et il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, ça demande à se lancer sans pour autant pouvoir contrôler. Parce qu'évidemment, si on avait un papier signé par la vie avec un grand V en disant « Ne t'inquiète pas, pose ta démission, dans 2 ans et 6 mois, tu gagnes la même chose que quand tu étais enseignant, c'est garanti. » Mais on partirait tous. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas à leur place. Mais ce papier-là de la vie, on ne l'aura jamais. Non. Si c'est ça qu'on attend, avec une sécurité vraiment verrouillée, on partira jamais. Moi, c'est ça qui… Toi, tu prends ta peur. Moi, la peur que j'avais, c'était de manquer d'argent. Moi, quand j'ai démissionné, mon mari était au Pôle emploi. Il avait été licencié 1 an avant. Donc, c'était pas le contexte idéal, franchement. Non, pas du tout, et il y a une partie de moi qui me disait « Attends qu'il se recase ». Mais ayant vécu ce que j'avais vécu, je savais que non, moi, je pouvais pas attendre plus longtemps que ça parce que j'étais en train de m'éteindre à petit feu. Donc, c'est pour ça que je te disais, j'ai attendu de savoir avec combien je partais. Ça m'a permis de me dire, OK, si pendant 2 ans, j'ai pas de clients, je pourrais me dégager le même salaire que quand j'étais enseignante. Donc, j'ai minimisé les risques, mais évidemment qu'il y avait quand même des risques parce qu'au bout de 2 ans, il se passait quoi? Et effectivement, j'ai rencontré des risques. Mais j'ai sécurisé autant que je le pouvais. Ça sera jamais sécurisé à 100%. Et puis après, on trace. Et tu dirais que dans ton parcours, quelle était la place du web en fait? Le web, il t'a permis de faire quoi? Alors, le web, moi, je l'ai rencontré dès le départ et franchement, jamais j'aurais dit que j'utiliserais le web. Moi, j'ai fait une formation de coaching où on m'a appris à coacher, mais j'avais même pas réfléchi. En fait, pour moi, oui, j'aurais un cabinet et puis voilà. La réflexion s'est faite quand je me suis installée et puis que j'ai découvert que le monde entier tournait sans mon coaching, c'est-à-dire que personne ne m'attendait en disant ça y est, elle est enfin formée, mon Dieu, on va pouvoir profiter de son accompagnement. Devant la porte. Il n'y avait pas de liste d'attente. Et puis moi, je suis vraiment, il y a des champs, puis il y a ma maison au milieu des champs. Donc même si j'avais mis une pancarte avec Nathalie Martin Coaching, j'aurais pas coaché grand monde. Donc très tôt, je me suis intéressée, je suivais une femme en fait qui était coach puis qui accompagnait à construire son entreprise sur le web. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait, donc je me suis lancée dans un coaching avec elle et elle m'a accompagnée en fait pour vraiment créer mon entreprise à distance, créer mon offre à distance. Et c'est vrai que depuis que je me suis lancée en 2013, j'ai quelques clients que j'accompagne en présentiel, dans le monde de l'entreprise notamment, mais tout le reste de mon activité est uniquement sur le web. Alors, ce que ça a rendu possible, c'est que le terrain de jeu, c'est pas autour de chez moi, et ça, je trouve ça juste énorme. Le terrain de jeu, c'est le monde entier. C'est possible. C'est extraordinaire. De te rencontrer sont démultipliées avec le web. Exactement. Donc, les possibilités de contribution sont illimitées parce que moi, je reçois des messages via ma chaîne YouTube de gens que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais travaillé et qui me disent merci parce que tu fais partie de mon quotidien, ça a changé ma vie. Enfin, je trouve ça juste énorme. Moi, je suis sidérée à chaque fois. Et puis, c'est un potentiel de développement qui est illimité aussi parce que les enseignements, là, c'est plus devant une classe de 30, c'est vraiment avec un déploiement international. Je trouve ça génial. Et au départ, comment tu te faisais connaître alors au tout début quand tu as débuté? Alors YouTube a été tout de suite quelque chose que j'ai utilisé parce que j'adore les vidéos. C'est vraiment c'est facile, tu vois. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis je pense que de notre passé d'enseignant, on a une structure, quand tu as une idée de passé, tu vois bien OK, ouais, bon, c'est grand 1, grand 2, grand 3. Donc, moi, ça a été vraiment les vidéos qui m'ont permis de me lancer, les réseaux sociaux. Mon site internet un peu, mais on sait qu'un site internet, avant que ça te ramène vraiment il y a du trafic, beaucoup de travail. Donc, majoritairement, aujourd'hui, en immense partie, c'est ma chaîne YouTube. C'est ta chaîne qui te ramène tes nouveaux abonnés. Ouais, c'est ça.
Et tu publies assez régulièrement sur cette chaîne. 2 fois par semaine, oui. 2 fois, oui. Donc tu as une très bonne fréquence de publication Ouais, qui te permet aussi de continuer à monter ta chaîne. c'est C'est ça. un très beau succès. Et du coup, tu es coach en éveil de conscience. Est-ce que tu pourrais nous dire juste en quelques mots en quoi ça consiste d'être coach en éveil de conscience? Alors, pour moi, tu as 2 modes de fonctionnement dans ta vie. Tu as le mode pilote automatique. Je me pose pas de questions, j'ai mes blocages, mes freins, mes peurs, je pense qu'à ma survie, je suis en apnée, j'essaye de tout contrôler, tu vois. C'est le mode de beaucoup de personnes et c'était le mien avant. Et puis, tu as le mode conscience, c'est-à-dire que je suis consciente de ce qui me limite et je refuse de l'alimenter. Je suis consciente de ce à quoi j'aspire aussi. Je suis consciente d'une connexion à moi et à plus grand que moi. Parce que moi, la prof de physique-chimie, il fallait pas me parler de plus grand que moi. Et je sais aujourd'hui pourquoi, effectivement, je me sentais si seule, je me sentais désemparée, j'avais l'impression que la vie n'avait pas de sens, etc. Je pense que se connecter aussi aux autres et voilà, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'univers, la vie, la source, l'énergie, peu importe. Ça, pour moi, c'est vraiment un mode qui nécessite d'éveiller ta conscience, c'est-à-dire de changer ton regard, d'apprendre à penser autrement, réfléchir autrement, ressentir autrement et agir donc autrement. Donc, tu vois, c'est vraiment ça, moi, que j'amène et mon intention très, très forte, que ce soit dans mes capsules ou dans mes coachings, c'est d'amener les gens à se reconnecter à cette meilleure partie d'eux-mêmes, qui a du courage, qui ose faire les choses, qui a des envies qui sont à ressusciter, hein, parfois à réanimer, parfois, et vraiment leur enseigner des clés pour pouvoir réussir plus facilement et plus rapidement et avec l'aide de la vie. Parce qu'on n'est pas tout seul à créer notre existence, c'est une co-création, mais pour ça, il faut connaître les lois universelles, en fait. Donc, petit à petit, depuis ta démission, tu as donc commencé par le coaching. Et donc, tu t'es formé, tu as lancé ta chaîne YouTube et puis tu as commencé à avoir tes premiers clients via tes contenus sur Internet. Et alors après, il y a eu le livre, c'est ça? Oui. Et ça depuis quand? Oui. Ça fait combien de temps que tu l'as publié Ça fait un moment aussi parce que de mémoire, alors j'ai pas une mémoire débordante moi, mais de mémoire, il doit être de 2011 ou 2010. Ah oui, non, après 2014-2015 peut-être. 2011-2010, c'est pas possible. Ouais. Mais tu vois, il a 5-6 ans. Il est très vite arrivé dans ton projet finalement. Tu l'avais déjà en fait en tête de cette envie d'écrire ou bien c'est venu en cours de… Non. C'est venu en cours de route. Là, vraiment, ça m'a donné envie d'en écrire d'autres, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment un livre qui illustrait une première partie dans mon activité où j'étais coach en résilience. J'accompagnais, au tout début, je me suis lancée à accompagner des personnes qui avaient vécu un traumatisme, un licenciement, un divorce, un décès, à vraiment renouer à la vie. Donc c'est pour ça qu'il est très en lien avec ça et qu'il parle du fait de rebondir après une épreuve. C'était lié aussi à ton expérience à toi, à la perte complètement de ton papa. D'accord. Oui, et puis à ce qui m'a manqué à cette époque-là. Tu vois, ce que j'aurais aimé entendre à cette époque-là. Tu n'as pas, oui, les outils. Ouais. C'est comme un outil pour des personnes qui vivraient le même. Oui. D'accord. Ok. Et donc du coup maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu as des nouveaux projets pour la suite? Certainement. Oui, plein. Tu peux nous en parler? Des projets, oui, avec plaisir. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. Ma chaîne YouTube, ma contribution avec des vidéos, ça, c'est quelque chose qui est conservé. La grande nouveauté, c'est un nouveau site web en 2 langues, français et anglais. D'accord. Donc là, en ce moment, on est en train vraiment de travailler en profondeur avec beaucoup de traductions, parce que l'idée, c'est que je puisse aussi accompagner des personnes anglophones. Donc tu te formes, avec des vidéos. Tu travailles sur ton anglais, c'est ça? C'est le grand projet. Je travaille très activement sur mon anglais en ce moment. Je suis à 4 ou 5 heures d'anglais par semaine pour vraiment être au top dans quelques mois et pouvoir animer des conférences
en anglais parce que j'ai eu des demandes des pays anglophones et je n'y réponds pas parce que je me sens pas du tout le niveau d'aller animer une conférence en anglais. Et puis le deuxième gros projet de cette année, c'est une formation pour les personnes qui veulent se reconvertir dans l'accompagnement, dans le coaching en éveil de conscience, justement. D'accord. Donc je vais, comme j'ai eu aussi des demandes à ce sujet, voilà, je suis en train de créer une formation pour des futurs coachs en éveil de conscience. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, par exemple, si on a des collègues qui nous écoutent, qui voudraient se lancer et qui voudraient aussi utiliser, par exemple, YouTube ou Internet dans leur projet, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est difficile, impossible, plus dur de se lancer? C'est encore de la place pour tout le monde? Oh, moi, je pense que oui. Après, c'est à chacun de nous de savoir si notre place, c'est là. Oui. Y a de la place pour tout le monde, mais peut-être pas pour n'importe qui. Enfin, tu vois, c'est pas une. Je veux vraiment expliquer ce que je dis parce que c'est pas t'as pas le niveau de venir travailler sur le web, c'est pas du tout mon discours, mais moi je suis vraiment adepte de est-ce que tu as envie, est-ce que tu sens que ça te fait vibrer. OK, tu as peur, tu sais pas comment tu vas faire, mais ça moi non plus je savais pas comment faire une vidéo YouTube il y a 10 ans. Donc il y a des choses qui s'apprennent, il y a des choses qui se délèguent aussi. Donc c'est vraiment est-ce que tu sens que tu as envie? Si c'est oui, fonce. Si c'est non, c'est pas parce que il y en a qui réussissent sur Internet qu'il faut se dire bon allez, va falloir que j'aille me mettre sur le web. Tu vois, c'est pour ça que je dis oui, il y a de la place pour tout le monde parce qu'en même temps, moi j'étais très complexée quand je me suis lancée de voir des gens qui étaient très en avance par rapport à moi. Tu vois, des gens qui avaient des milliers d'abonnés, des gens qui avaient… je me trouvais trop jeune, moi, quand j'ai commencé. Ça ferait rire mes enfants aujourd'hui. J'ai pu me trouver trop jeune à un certain moment. Quand on voit les jeunes Instagrammeurs qui commencent belle. Mais mine de rien, je me disais, ouais, je suis pas crédible, je suis trop jeune. On a tous des blocages qui sont déraisonnables parce que la vie nous montre que il n'y a pas d'âge, en fait, ni en limite basse, ni en limite haute. Donc, c'est vraiment de se dire, je fais ce qui me fait triper, j'ai envie, même si, encore une fois, j'ai mes blocages, je sais pas comment je vais faire. Il y a tellement de choses qui s'apprennent et qui s'apprennent parfois en autodidacte. Il y a plein de formations en ligne. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'on ne sait pas tout sur tout. Et que je pense que moi, ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, c'est que je me suis faite accompagner justement. Je te parlais de celle qui m'a accompagnée à développer mon entreprise sur le web. Je me suis formée aussi pour comprendre les règles du jeu YouTube parce que oui, aujourd'hui, j'ai plus de 200 000 abonnés, mais il y a 1 an et demi, j'en avais encore 2000. Donc, ma chaîne, je l'ai créée en 2013, mais tu vois, de 2013 à 2018, pendant 5 ans, j'avais 2000 abonnés. Donc, autant te dire que c'était, je ramais, il fallait que personne se désabonne, sinon ça me mettait mes stats en… quand tu vois que tu fais une petite dépression quand il y a des abonnements. Mais à un moment donné, c'est juste de se dire, il faut connaître les règles du jeu. Moi, j'ai joué au jeu YouTube pendant 5 ans sans connaître les règles. Donc, quand tu gagnes, tu sais pas pourquoi tu gagnes. Et quand tu perds, tu sais pas pourquoi tu as perdu. Donc, tu peux pas, en fait, reproduire ce qui gagne et t'es pas à l'abri de reproduire ce qui perd. Oui. Donc, c'est important d'admettre où sont les domaines où je n'y connais rien. Moi, je vois trop de gens aussi se dire je vais faire mon site internet moi-même pour économiser, alors qu'on économise quand vraiment tu as zéro, que tu sais, soit je fais mon site web, soit je mets à manger dans mon assiette. Effectivement, oui, je vais le faire moi-même. Mais il y a des choses où franchement, les trucs que tu fais toi-même, ça se voit que c'est fait toi-même, ça met 3 plombes à être mis en ligne. À un moment donné, c'est le côté efficace aussi de te dire comment ferait un entrepreneur, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce qui a été difficile pour moi, c'est de prendre le costume de l'entrepreneur. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu es dans la posture du salarié depuis des années et des années, tu es habitué à recevoir ta paye quoi qu'il se passe. À fonctionner. Avoir Comment ? Tu es habitué à fonctionner, comme on nous dit, en tant que fonctionnaire. C'est ça. Là, c'est complètement différent. Ton agenda, il est vide. Donc, il faut que tu arrives à mettre en place ta discipline. Les chiffres, t'en as pas parlé. Et puis, on sait combien le capitalisme dans le monde enseignant, on connaît pas, on n'apprécie pas. Donc, autant te dire qu'on a quand même quelques petits blocages sur le fait de se faire payer. Comment tu évalues tes tarifs. Enfin,
il y a quelques bricoles quand même à dépasser pour se dire, ben oui, en fait, avant toute chose, je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise. C'est pas une fondation ou une association à but non lucratif que je suis en train de créer. Donc, il va falloir que je me confronte aux chiffres, il va falloir que j'ai une perspective, une idée de chiffre d'affaires. Moi, très souvent, quand j'accompagne maintenant des entrepreneurs, je dis, ben, et ton objectif de chiffre d'affaires, c'est quoi? On me répond un objectif de revenu. C'est juste pas la même chose. Donc, il faut qu'on… Enfin, il y a des automatismes, en fait, à apprendre. C'est pas immédiat, c'est pas inné quand on n'a pas baigné dans un monde d'entrepreneurs. Moi, c'était pas du tout mon cas. Il y avait personne qui était dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est des choses à apprendre. Et je pense que plus tôt tu réalises que tu iras plus loin et plus vite si tu te fais accompagner par des gens qui ont fait le chemin, qui ont des raccourcis à te donner, qui pourront pas faire le chemin à ta place. Parce qu'effectivement, c'est toi qui vas aller faire ton parcours du combattant allongé, mais c'est un parcours qui est chouette parce que tu as énormément de victoires. Enfin, tu vois, moi-même dans les moments les plus durs, parce que effectivement, je vais pas vendre du rêve. J'ai eu des moments où on a serré les dents dans ma famille. Des moments, je me rappelle d'un moment parlant où mon mari m'a dit, mais combien de temps tu te donnes, quoi? Parce que à quel moment ça, après ta démission, c'était à quel… C'était les 2 premières années, ça a été parce que j'avais mon IDV. Sauf que moi, dans ma tête, mon IDV, j'allais la mettre de côté pour l'investir, tu vois, tellement j'allais avoir de clients au tout début. Ça, c'est pas vraiment comme ça. C'est aussi ça, le web, faut le temps de se faire connaître. Oui. Donc, l'IDV, on n'en parle plus. Maintenant, il y en a plus et il n'y a pas beaucoup de chiffres. Donc, je te dirais qu'au bout de 3 ans, où le chiffre n'était pas au rendez-vous, mon mari m'a dit combien de temps tu te donnes, et je me rappelle de cette phrase-là et je me rappelle de ce ressenti. J'ai eu s'il m'avait donné un coup de poing dans le ventre, ça aurait été la même chose. Et en fait, ça a été un cadeau. Alors j'ai eu envie d'hurler, de dire mais tu comprends vraiment rien, etc., de jouer acte 2 scène 3. Et en même temps, ça a été un cadeau parce que je lui ai juste répondu, je peux pas te dire, mais je sais que c'est ça. Parce que je savais que c'était ça. Je recevais vachement de témoignages, je prenais beaucoup de plaisir. Alors, c'est sûr que je me mets à la place de mon conjoint, hein, voir quelqu'un qui s'éclate mais qui ramène rien, et puis toi qui vas travailler, voilà, c'est compliqué. Donc, on a eu des moments qui ont été difficiles. Sauf qu'aujourd'hui, je m'aperçois que ces moments-là ont été faits pour me ramener dans une place d'humilité aussi. J'ai énormément appris. Ça m'a permis de dépasser ma peur de manquer parce que j'avais déjà peur de manquer quand j'étais enseignante. Et cette peur de manquer, je l'ai emmenée dans mon entreprise. Et quand tu es vraiment confronté au manque et que tu fais pas que avoir peur d'un manque potentiel, mais qu'effectivement, tu travailles bien ta peur du manque parce que concrètement, ben non, ça c'est pas possible, ça c'est trop cher, ça on peut pas, mes chéris. Ça te fait aussi ton mode de consommation. Ça te fait aussi travailler justement la connexion à plus grand que soi et d'ouvrir les yeux sur toute l'abondance que tu as. Même quand elle n'est pas sur ton compte en banque, on n'a jamais manqué de rien en fait. On a eu des synchronicités, des cadeaux, des trucs qui ont fait que jamais on a manqué. Qui arrivent au bon moment. Exactement. Enfin, juste au moment où tu te dis oh, là c'est pas possible, j'ai besoin d'un miracle. Boum, allez, on y va. Et puis ça, je suis riche de ça aujourd'hui parce que j'ai une foi absolue en moi, dans la vie. Je sais qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien et que quoi qu'il se passe aujourd'hui, quand bien même ça ne tiendrait plus, j'ai la capacité de rebondir et de recréer complètement autre chose. Et même dans ces moments plus difficiles-là, je le dis souvent en conférence, jamais, mais jamais, je n'ai regretté d'avoir démissionné. Jamais je me suis dit oh, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû. Mais vraiment à aucun moment. Donc, c'est ça aussi, c'est le fait de se dire le succès, c'est quoi? Tu vois, est-ce que je vais réussir? Pour moi, la réussite, c'est déjà de te mettre en route. Et peut-être que le point que tu visais, c'est pas celui-là que tu vas atteindre, parce qu'en cours de route, tu vas t'apercevoir que tu réajustes. Toi, moi, je me suis lancée en résilience. Bah, finalement, j'ai réajusté parce que j'ai bien vu que ça prenait pas là-dessus. Puis j'étais plus alignée. Donc, hop, j'ai rechangé. Concrètement, je change pas grand-chose, mais je change juste les gens à qui je parle en priorité. Et puis, c'est ça aussi. Donc, on pourrait se dire, ah bah oui, il y a aussi un moment où j'ai dû liquider mon entreprise. Et ça, c'est important aussi quand on en parle, de se dire, à un moment donné, ça ne marchait tellement pas
que ça me coûtait plus. Je déléguais, donc je payais tout le monde, mon comptable, celle qui répondait à mes mails, mais je payais tout le monde sauf moi. Et à un moment donné, c'était trop difficile, en fait, pour moi. Vraiment, je le vivais pas bien. C'était devenu crispant. Donc, j'ai terminé mon entreprise et puis j'ai rouvert. Donc, j'ai rien changé, en fait, mais j'ai rouvert en auto-entrepreneur. Donc, ça a été fiscalement les vacances. Et ça n'a pas duré longtemps parce que après j'ai atteint le plafond, donc il a fallu que je recrée à nouveau une société. Mais j'avais les épaules là. Et j'y suis retournée complètement différemment. Mais tu vois, il a fallu que j'accepte que ça faisait partie de mon parcours d'entrepreneur, de changer de statut et que c'était pas un échec parce que oui, j'étais pas bien. Hein. Je me disais, oh là là, assumer, c'est un journal, enfin, il y a tout aussi il y a des choses dans le fonctionnement de l'administration française qui sont assez hallucinantes et qui t'enlèvent la tête sous l'eau, mais tu as toujours la capacité de rebondir et c'est ce que j'ai fait et heureusement que j'ai fait ce choix-là parce que sinon je serais plus là aujourd'hui. En fait, entreprendre, ce que tu es en train de dire, c'est rebondir après des échecs. Et il y en aura toujours de toute façon des échecs, des obstacles, des difficultés. C'est juste cette capacité-là à réajuster, à expérimenter, à renoncer peut-être aussi à certains projets qui ne fonctionnent pas et repartir à zéro, peut-être plusieurs fois de suite pour jusqu'à ce que ça marche finalement. Et puis tu finis, de toute façon en chemin, tu grandis. Et puis ça, c'est acquis, tu vois, parce qu'en fait, de l'échec, c'est qu'une étiquette que tu mets là-dessus. C'est une décision. En fait, je pense que tout au long de notre parcours, on a des décisions d'entrepreneur à prendre. Et ça, moi, ça m'a fait du bien quand j'ai dû liquider parce que j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas un échec, c'était une décision d'entrepreneur qui avait une structure non rentable pour l'amener à une structure rentable. Donc, en fait, je restais entrepreneur. C'est juste l'entité qui mourait. Parce qu'elle avait fini, de toute façon, elle ne pouvait plus vivre, elle était vouée à l'échec. Et moi, ma décision d'entrepreneur, c'était de réorganiser et de prendre une décision courageuse qui faisait souffrir l'humain, qui faisait souffrir la Nathalie encore attachée à l'image, à ce que vont dire les gens s'ils le savent, etc. Aujourd'hui, je m'en contrefiche de ça parce que je pense que tu as énormément d'enseignements à tirer par rapport à ça. Et encore une fois, ça te ramène à de l'humilité, ça te ramène au détachement, à pas non plus être pieds et poings liés avec ton projet, avec une façade d'SARL, peu importe, tu vois, un détachement de l'ego aussi pour dire, OK, je prends une décision, je réajuste. Et c'est ça qu'on a à faire, en fait, et dans nos vies perso et dans nos vies pro, de prendre des décisions courageuses qui demandent à être prises pour t'adapter. Wow, merci Nathalie. Là, c'est ce que tu viens de nous dire. C'est très riche et je pense que ça peut vraiment nourrir la réflexion des collègues. C'est vrai que des fois, on a un peu ces success stories on ne voit que la vitrine sur Internet, on voit des belles histoires et tout. Et c'est vrai que ce qui nous manque aussi, c'est de savoir que derrière des belles réussites, il y a souvent plusieurs échecs, des difficultés, des pressions, des peurs à maîtriser et puis des obstacles à surmonter. Et ça, c'est chouette que tu nous partages ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Nathalie, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, les réseaux et son blog dans les liens sous cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre les profs entrepreneurs, le groupe des profs qui se lancent sur le web, ou bien si vous êtes encore en processus de réflexion sur votre reconversion, rejoignez la reconversion enseignante, toujours en lien sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle route sur votre chemin de reconversion. À très vite.